Et maintenant, c'est Marc Braun, qui est le doyen de Nancy et qui est directeur du Conseil scientifique médical et missionné par les deux ministères pour la mise en place de la réforme du second cycle, qui va vous parler de l'intégration des compétences dans l'appariement des étudiants. Merci Luc. Je voudrais d'abord remercier Philippe Ruzinski pour son accueil, Fleur Cohen et Damien pour m'inviter à nouveau à vos journées d'Île-de-France. Peut-être avant de prendre la parole, je vais compléter votre question concernant les étudiants. Il y a deux raisons pour lesquelles les étudiants vont basculer dans la formation de la compétence. La première, c'est qu'ils se rendent compte de la distance de plus en plus flagrante entre les enseignements théoriques et leur pratique d'étudiants à l'hôpital, et que ce gap-là, ils n'arrivent pas à le combler. Il y a une deuxième raison plus stratégique, c'est que si on évalue la compétence, ou en tout cas par des attendus d'apprentissage, il va bien falloir qu'ils s'y mettent pour réussir leurs examens, parce que, comme tout étudiant, ils sont stratèges. Alors, Damien et Fleur m'ont invité pour vous parler de l'intégration des compétences, et je vais reprendre des thématiques qui ont été présentées ce matin. Je remercie Anne d'avoir préparé le terrain, parce que je vous invite vraiment à relire attentivement les diapositives qu'elle vient de vous présenter. Chaque mot est important et il fonde véritablement le cœur de notre réforme, qui est cet apprentissage. Et je reviendrai sur la partie théorique sur quelques diapositives. Alors, la suivante. Voilà. Donc, le contexte général, je vous rappelle que cette approche par compétences vise à aider les étudiants à agir efficacement en milieu professionnel. Alors, c'est ce que nous faisons tous, sauf que ce n'est pas comme ça qu'on leur apprend. Leurs stages ne sont pas tournés vers une action efficace en milieu professionnel. Et donc, ce paradigme d'apprentissage est celui que nous devons vers lequel nous devons tendre, avec un étudiant qui apprend, et c'est la façon dont il apprend, y compris par des verbalisations à haute voix, qui sont une partie du débriefing, qui sont une partie, si vous l'avez lu, de la littérature sur les apprentissages au raisonnement clinique, qui ont été remarquablement segmentés par Madame Chamberlain il y a une vingtaine d'années, mais pour lequel les fondements persistent et sont utilisables, y compris en simulation, y compris en ED, y compris dans toutes les formes que vous pouvez inventer pour apprendre à haute voix à des étudiants à justifier leurs questions, à justifier leurs hypothèses et à voix haute. Et la voix haute, le loud teaching, le loud thinking des anglo-saxons est probablement la méthode la plus efficace pour orienter un étudiant et l'aider à devenir ce que nous sommes tous devenus, des experts en raisonnement, qui certes prenons des risques en termes de screening diagnostique, mais sur l'après-midi de consultation, on y est hyper gagnant. Et donc, le but et la grande difficulté que nous avons depuis toujours, c'est de partir d'un novice et de faire en sorte qu'il devienne de plus en plus expert. Et Luc, la boule ne retombe jamais, elle ne fait qu'augmenter. Tu en es notre meilleur exemple. Enfin, la boule ne retombe pas, sauf après la retraite, où je pense que, voilà, c'est... voilà. Et non, ça défie les lois de la gravité, j'en suis persuadé. Alors après, on peut assimiler la boule à la courbe d'apprentissage, qui finalement aboutit à une sorte de plafond de verre quand on atteint 65 ans, ou parce qu'on est juste, on n'arrive plus à suivre parce que les connaissances ont tellement évolué qu'on n'arrive plus à se mettre à niveau. Mais globalement, elle ne fait que monter. Voilà. Les parallèles avec les pilotes ne sont pas juste une idée, ils sont effectifs en termes de courbe d'apprentissage. Alors, le développement du raisonnement clinique, je vous rappelle, ce sont des connaissances organisées en réseau et mobilisées. Donc, dans les deux termes sont vraiment importants parce que les connaissances des médecins et donc de nos étudiants présupposent que nous confions davantage les étudiants à leur propre organisation et à leur propre auto-apprentissage. Et que le préalable de la compétence ne peut venir que de connaissances métabolisées, ingurgitées et mémorisées de manière logique. Si ce première étape n'est pas fait par l'étudiant et personne d'autre ne pourra le faire à leur place, la formation à la compétence n'a aucun sens.
Ça veut dire que soit ils comprennent les enjeux et ils s'y mettent, soit nous les aidons un petit peu en évaluant les connaissances préalables à un exercice d'apprentissage à la compétence, ou en tout cas d'apprentissage au raisonnement. La compétence est un état qui change tous les jours et que nous évaluons de manière ponctuelle. Et à partir de ce moment-là, on aide l'étudiant en l'incitant évidemment à apprendre des connaissances qu'il va devoir mobiliser. Et c'est aussi notre rôle de les organiser pour lui. Il va les organiser dans son propre cerveau avec son propre câblage, mais nous devons aussi l'aider à créer ces liens. Les cartes cognitives, de ce point de vue-là, sont un exercice magnifique que vous pouvez faire devant n'importe quel étudiant en lui demandant juste d'écrire les liens entre deux bulles de connaissances, entre une situation où les connaissances sont requises et un problème à résoudre. Ces cartes cognitives dont Anne a beaucoup parlé et publié sont vraiment un exercice où vous avez la photographie du cerveau de votre étudiant. Vous savez comment il choisit tel et tel aiguillage pour pouvoir lier des connaissances et aboutir à un diagnostic. Donc, c'est la mobilisation au bon moment. Et un bon étudiant, Patrice nous l'a très bien dit, n'est pas que savant. Et nous devons sortir de ce paradigme qui consiste à dire plus il est savant, plus il connaît, meilleur il est. Il est peut-être encyclopédique, mais il n'est pas excellent professionnel. Or, nos patients attendent que nous formions des professionnels à leur service. Donc, nous devons transformer un étudiant en professionnel de santé et nous devons également l'aider à partager nos valeurs de médecin et les normes communes de notre profession. Alors, dans l'évaluation terminale, puisque c'est ça dont je vais vous dire un petit peu quelques mots, on a deux objectifs. À la fois ce qu'on pourrait appeler la certification des acquis, et je reprends le terme à Jean-Paul Fournier qui me l'avait soufflé, et en fait, tous les pays qui sont ici listés évaluent de manière indissociable, Jacques Tardif l'a très bien dit et Anne vous l'a très bien répété, on ne peut plus séparer connaissances de compétences. Et les formats docimologiques dont on va parler ne les dissocient plus. Ils ne jugent que l'étape finale, c'est-à-dire l'utilisation des connaissances lorsqu'ils doivent démontrer des habiletés, y compris à résoudre des problèmes. C'est ce que nous essayons de faire avec Damien, avec toute l'équipe du conseil pédagogique auquel je rends vraiment hommage pour à la fois nous accompagner, comprendre nos enjeux et puis surtout rester très enthousiastes dans cette nouvelle évolution. Nous avons été extrêmement touchés du souhait de poursuivre de l'essentiel de nos experts, très intéressés par les nouveaux formats, probablement plus faciles à écrire, que ce soit les QCM à contexte riche, les Key-Features ou les Écosses. Et puis, c'est démontré dans la littérature, je vous ai mis la publication, il y a un lien démontré, ce qui justifie finalement notre démarche, entre la manière dont nous évaluons, y compris de manière numérique ou de manière orale, à travers les Écosses, ils sont prédictifs d'une performance professionnelle. Et c'est tout de même cela que nous demande l'État. Alors évidemment, les éléments, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais dans les outils, la classification de Bloom qui, de 1 à 5, aboutit à faire en sorte que nos évaluations soient classifiées en termes de complexité, eh bien, comporte les QCM à contexte riche. Si vous n'êtes pas complètement convaincu, relisez la méta-analyse sur les 80 dernières années qu'a écrit Rodriguez en 2005. Les Key Features où les rédacteurs se concentrent, Jean-Paul nous en reparlera, sur les étapes critiques de la résolution du problème. Ces étapes-là sont clés. C'est bien pour ça que ça s'appelle une Key Features. C'est-à-dire à la fois les difficultés ou le moment où l'aiguillage se fait dans le bon sens pour pouvoir résoudre le problème. Et de la même manière, les tests de concordance de script ne font rien d'autre que d'explorer une compétence. Ce n'est qu'un outil comme un autre, dont on ne va pas évidemment abuser, mais qui est un outil, parce que nous savons tous que l'incertitude est permanente dans notre métier. Et les étudiants le voient bien, que nous sommes constamment dans une situation d'incertitude et qu'en dépit de l'incertitude, nous devons continuer à résoudre des problèmes. Donc il est logique que ce format prenne place comme un autre format dans l'habitude que nous devons donner à nos étudiants d'être systématiquement dans une situation d'instabilité cognitive
ou d'irrésolution de problèmes ou de difficultés. Donc, je ne pense pas qu'il faille cristalliser le mécontentement sur un format particulier. Il s'agit d'être cohérent entre ce que nous essayons d'apprendre à nos étudiants et la manière dont nous allons les évaluer. Et si nous les évaluons de cette manière-là, c'est précisément pour faire d'eux de bons professionnels. Et que nous essayons d'adapter un outil. S'il y a de nouveaux outils qui apparaissent dans la littérature, eh ben, on les adoptera s'ils sont validés, en particulier sur la validité de construit. Mais l'outil en lui-même n'a pas beaucoup d'intérêt. Ce qui nous importe, c'est de pouvoir mesurer la manière dont nos étudiants acquièrent leurs compétences nouvelles tous les jours. Et bien sûr, les ECOS, par validation d'apprentissage, je vous ai laissé quelques références pour vous y référer. Alors, l'autre élément qui est évidemment très français, c'est le classement des étudiants. Et culturellement, c'est très fort, mais c'est pas original. Les États-Unis font ça depuis très longtemps pour l'attribution de leurs postes. Donc, les deux objectifs, à la fois une sorte de certification d'un niveau et le classement, ne sont pas opposés. Alors, le cadre général, comment alimente-t-on et allons-nous alimenter l'appariement? Eh bien, il faut des notes au départ, et ce sont celles des épreuves dématérialisées nationales qui seront le prélude de la 6e année dans le cadre de la réforme, avec une pondération de 50% du poids, 50% sur le A et le B, avec 40% sur les ECOS et 10% qui seront, à mon avis, saturés par la quasi-totalité des étudiants sur leurs yeux de parcours. Avec un petit mot sur les items de rang A, je ne suis pas grognon, je dis simplement que si on a un objectif sur des items de rang A sur lequel on ne négocie pas, parce que c'est tellement important que ça doit être un fonds commun de culture médicale, si on s'est donné comme ambition qu'il y ait une note supérieure à 20 pour pouvoir permettre aux étudiants de poursuivre en 3e cycle, il est évident que les statistiques et l'efficacité que les étudiants auront démontré à valider à plus de 16 sur 20 des items de rang A va évidemment challenger le choix de notre communauté à déterminer que tel et tel item est un item de rang A. Et nous reviendrons évidemment avec les statistiques qui vont constater la pertinence des choix, de les valider ou au contraire de les discuter en tant qu'item de rang A. Vous avez tous fait le constat et je voudrais rendre hommage à Fleur et à Damien pour leur évaluation de la sémiologie dans les étudiants du 2e cycle pendant le Covid. La moyenne nationale sur 4770 étudiants de 11 facs françaises et de 8,79 sur 20 en sémiologie pour des étudiants de 2e cycle sur des questions d'une simplicité désarmante. Nous avons tous fait le constat que les étudiants étaient très incommodes et très peu confortables sur leur sémiologie. Ils n'ont pas de routine d'examen clinique, pas de routine de lecture de l'ECG, pas de routine de l'ARP, pas de routine de la biologie ou de la chimie, pas de routine dans la lecture de l'hémostase. Ils ne sont pas du tout habitués à ce type d'assises pour pouvoir ensuite fonder des raisonnements et des résolutions de problèmes. On le voit, c'est explicite. Le constat est malheureux. Donc, nous avons là des évaluations, des améliorations à apporter pour nos étudiants pour qu'ils soient plus solides sur la langue élémentaire qui est la sémiologie. Donc, dans le processus d'appariement, on va considérer qu'un vœu d'étudiant, c'est un DES et une subdivision, ce qui fait 44 classements en se basant toujours sur les scores avec le poids 40, 50, 40, 10. Mais nous allons proposer des pondérations de manière différente. Autrement dit, les mêmes notes d'un étudiant vont tracer un profil de réussite un peu différent s'il choisit une spécialité plutôt qu'une autre. Et c'est dont parlait très justement Olivier. Ce que nous aimerions mettre en place, c'est une aide à la décision tout au long du 2e cycle, de voir évoluer le profil de réussite de l'étudiant dans des perspectives éventuelles de choix de spécialité dans le 3e cycle. Et ce processus continu, qui est une aide à la décision orientée, évidemment, théoriquement avec ce genre de simulation ou d'appariement, il faudrait que l'étudiant fasse plus de 1000 choix. Il ne va jamais faire 1000 choix. Ce que l'on voudrait faire, c'est qu'il fasse des choix cohérents avec ses souhaits,
mais aussi cohérent avec ses performances, telles qu'elles ont été évaluées de manière dématérialisée ou de manière orale par les ECOS. Et c'est cette aide à la décision dont parlait Olivier ce matin dans le continuous matching, qui est cette sorte d'aide permanente à se situer à la fois dans une promotion locale, mais aussi de manière générale, et c'est ce que nous aimerions mettre en place au cours du deuxième cycle. Donc, il faut satisfaire un maximum d'étudiants. Les principes d'un processus d'appariement, c'est toujours pareil. Satisfaire un maximum de vœux d'étudiants, sachant que tout le monde ne pourra pas avoir ce qu'il veut, ça ne change pas. Et que donc, les classements par DES, et il y aura les classements des vœux des candidats. Par où commencer pour distribuer la priorité, selon quelles règles? Eh bien ça, c'est le rôle d'un algorithme d'appariement. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Ils vont être en expertise et en tout cas, ces genres d'algorithmes sont archi connus dans la littérature, fonctionnent de manière extrêmement démontrée depuis plus de 20 ans dans beaucoup de pays dans le monde, y compris à gérer les stratégies personnelles ou de couple. Donc, il y a tous les outils. Nous attendons la validation, elle est nécessaire, mais clairement, l'outil existe et nous avons les moyens de permettre un appariement honnête, tenant compte des vœux des étudiants, mais aussi de leur performance. Alors pour cela, nous allons proposer un certain nombre de pondérations, une sorte de premier filtre qui est une sorte de surpondération nous avons appelé par famille, et ensuite une deuxième étape de pondération selon le DES et les domaines de compétences. Je vais développer rapidement. Anne faisait allusion à l'ouverture que nous devons avoir dans d'autres spécialités. Je dois à Thierry Pellassia un petit résumé de la littérature extrêmement précieux, et en particulier une taxonomie que j'avais lue à l'époque sur les types de personnalités des individus. Je vous laisserai la diapositive. Elle est vraiment très intéressante parce qu'elle donne une photographie que nous n'avons pas l'habitude d'examiner concernant les différentes personnalités et la raison pour laquelle ils choisissent l'une ou l'autre des spécialités, évidemment dans la limite de leur qualité et de leur performance. Et les acronymes de RIASEC, c'est réaliste, l'implication physique, investigative, donc met au centre la soif de connaissance, artistique sur l'expression des émotions, sociale favorise le contact des autres, en particulier dans le but de les aider, entreprenante, prise de responsabilité, et conventionnelle, le respect des normes. Et quand vous croisez la totalité de ces typologies de personnalités, et vous les connaissez comme moi, et qu'on les applique, ils deviennent en gris à droite et à gauche, c'est un peu caricatural, mais c'est assez bien démontré dans la littérature. Je vous ai mis 3 références sur les différentes associations possibles entre les types de personnalités et les choix des grandes filières. Alors, évidemment, c'est une caricature, mais ça aide quand même les étudiants, et en tout cas à nous, à essayer d'orienter un certain nombre de ces étudiants et de les aider à choisir. Donc, la première, nous avons proposé 2 options. Un premier grand filtre à 5 familles que je vous montre là, et puis je vais plutôt, avec une spécialité, par exemple 4 spécialités, qui sont ainsi classées dans les 5 grandes familles du deuxième cycle. C'est une première option sur laquelle nous avions travaillé. La deuxième option qui a notre préférence, c'est les 7 familles de spécialités que Thierry Pellassia et Muriel Abiati nous ont proposées, où l'on va transiter sur les 7 familles que vous avez là sous les yeux, et avec une sorte de continuum qui est adapté à la personnalité, mais aussi aux différents types d'exercices et de qualités que les étudiants démontrent au cours de leur deuxième cycle. Et voilà un autre exemple de 4 spécialités, ophtalmo, médecine interne, biologie, psychiatrie, médecine d'urgence, qui sont reventilées dans les 7 grandes familles du deuxième cycle telles que nous les proposons. Donc, première surpondération sur ces grandes familles, et on demandera à ce moment-là aux spécialités de s'inscrire dans l'une ou l'autre de ces grandes familles, de façon à ce que l'on puisse les pondérer ensuite. Et puis, la deuxième étape se fait par DES. On va prendre les notes de ce que j'ai appelé connaissances-compétences et de demander à ce moment-là de surpondérer le profil de réussite. Je vais prendre l'exemple d'un étudiant qui veut faire la réanimation médicale, par exemple. Il y aura quelques questions de réanimation médicale aux EDN de 2023, c'est certain. Mais pas suffisamment pour pouvoir tracer un profil de réussite
du parfait futur interne de phase socle au premier jour de sa réanimation médicale. Et donc, les réanimateurs vont nous dire, oui, mais cet interne-là, il m'intéresse aussi parce qu'il doit être bon en néphro, en cardio, en pneumo, et puis dans éventuellement un autre DES. Ceci crée donc des connaissances, compétences dans d'autres domaines que celui de la réanimation médicale. C'est ce qu'on a appelé le deuxième cercle, c'est ce que j'ai appelé les DES partenaires. Puis ensuite, de manière moins importante, un poids plus faible de DES de second rang. Ce n'est pas du tout péjoratif, mais c'est de second rang parce qu'ils sont tout de même intéressants à maîtriser par les étudiants. Et vous avez compris que finalement, l'association, l'addition d'excellence dans les différentes notes de pneumo, plus cardio, plus néphro, plus réanimation médicale, plus encore d'autres DES ciblés, va permettre à l'étudiant de se distinguer de façon très discriminante par rapport aux autres étudiants. Les autres DES ayant une pondération 1. Ça, c'est pour les notes de compétences, connaissances. Et puis, cette note de compétences, nous allons, ce domaine à ces éléments connaissances, compétences par les EDN, eh bien, nous allons y ajouter les compétences, et c'est-à-dire les notes de stage dans des grands domaines, et là encore avec un coefficient multiplicateur. Je termine par les scores de compétences sur les domaines sur lesquels nous allons installer les stations d'Écosse, c'est-à-dire il y aura une station de procédure, une d'urgence, une d'icono, une d'annonce par exemple, un entretien interrogatoire, et on demandera au collège de se positionner en donnant la priorité du profil d'un étudiant dont ils aimeraient bien qu'il ait validé de manière meilleure que les autres ses attendus d'apprentissage. Donc, je termine pour vous rappeler que, comme l'a dit Anne, le paradigme d'apprentissage est absolument central, vous l'avez compris. L'alignement pédagogique, c'est-à-dire la logique entre ce que nous enseignons à nos étudiants et la manière dont nous les évaluons est absolument fondamentale. Sinon, nous ne sommes pas crédibles. Si nous n'engageons pas cet alignement, les étudiants vont très vite comprendre leur stratégie et vont abandonner l'essence de ce que nous voulons faire, c'est-à-dire faire d'eux des professionnels. Et de ce fait-là, ça aidera, j'espère, les disciplines dites mineures à sortir du laminoir actuel. Dernier point, je vous rappelle que nous avons écrit et diffusé deux petits opuscules, un à l'usage des étudiants et l'autre à l'usage des enseignants, que nous les avons diffusés dans les facs il y a maintenant plus d'une année et qui, me semble, sous la direction de Thierry Pellassia, ont vraiment essayé de décortiquer l'essence même de la réforme et ils sont un très précieux viatique pour nos enseignants et nos étudiants. Je vous remercie. Merci beaucoup Marc pour cet exposé là aussi très très clair. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Patrice Dio. Merci Marc, effectivement ton exposé était lumineux et c'était important qu'on entende ces explications-là. J'ai une question à te poser sur la réponse qu'apportera cette réforme au défaut d'attractivité de certaines disciplines qui commencent à poser problème. Je pense à la santé publique, je pense à la médecine du travail, je pense à la psychiatrie. Tu as dit ça doit permettre de résoudre ce problème-là. Je ne vois pas en fait exactement en quoi. Je pense que la valorisation de ces disciplines qui sont essentielles pour la santé du public, je pense qu'elles ont une occasion inouïe de revenir à l'égal des superbes disciplines que sont la néphrologie, la réanimation médicale, la pneumologie, parce qu'elles vont répondre, je pense, elles vont pouvoir se valoriser davantage et probablement sélectionner plus facilement des étudiants qui ont, plus facilement que d'autres, ces centres d'intérêt et démontrer combien de facs on envoie des stagiaires de deuxième cycle dans des centres de médecine du travail en France. Combien? Pas beaucoup, mais très très peu. Ce qui veut dire que les étudiants ne connaissent rien à la médecine du travail. Ils croient même que c'est une médecine sans patient. Donc, si on arrive à la fois à démontrer, à pouvoir envoyer ces étudiants en stage, à faire en sorte que nos collègues de médecine du travail puissent être à l'égal des cardiologues assis à la table au lieu d'être au menu, parce que c'est comme ça que ça se passe pour les étudiants,
et qu'on arrive alors à valoriser les disciplines à travers des compétences, des cas cliniques, des résolutions de problèmes de médecine du travail ou de médecine légale ou de santé publique, parce qu'il y a aussi des problèmes qu'ils résolvent, ce n'est pas juste de la théorie. Je veux croire que c'est une situation, une occasion en or de revenir à peu près à la table des spécialités dites prestigieuses. Tout aussi importantes, mais les spécialités mineures elles n'ont rien fait pour mériter ce traitement-là. Mais par contre, c'est un vrai problème d'image et de méconnaissance profonde du métier. Et en cela, je suis d'accord avec toi, le deuxième cycle est tout de même la cour où toutes les spécialités font la roue pour être choisies. Certains plus efficacement que d'autres. Bien, merci beaucoup. Une question très très rapide parce qu'on est déjà un petit peu en dehors du temps. Question très rapide. Merci beaucoup pour le topo. Sébastien Gallien de Créteil. Comment vous envisagez, alors que pour les Écosses, les compétences, il y a 40% dans le matching, comment vous envisagez que l'évaluation des Écosses soit absolument uniforme dans toutes les facs de France? Voilà. La question sur l'uniformité ou l'homogénéité de l'évaluation dans l'Écosse, elle peut être relativement, en tout cas, ce risque-là peut être minoré à partir du moment où nous faisons comprendre aux étudiants que les 11 domaines que l'on va évaluer le seront avec des scénarios équivalents en difficulté, c'est-à-dire avec une métrique tout à fait rigoureuse, et la métrique, elle existe, elle a été publiée il y a 2013, 2014, il y a tout un opuscule de l'AME sur la métrique des stations d'Écosse, et que cette métrique, elle va faire en sorte que ces scénarios ont démontré leur efficacité, à tester les attendus d'apprentissage par cette station. Et que, là encore, il faut qu'on essaye de dire les mêmes choses à nos étudiants. Le mythe du scénario vierge, le mythe de la question vierge, il est en train de disparaître chez les étudiants. Parce qu'ils se rendent bien compte que finalement, on ne peut pas créer des questions originales infiniment, sauf à utiliser des machines à génération automatique de QCM qui sont très intéressantes. Mais chaque domaine on proposera plusieurs scénarios par domaine, et que finalement, les scénarios, les situations de départ qui vont être des prétextes aux stations, il y en aura un certain nombre qui évalueront le même domaine, et qu'à ce titre-là, la crainte qu'on pourrait avoir d'une fuite d'une question, elle tombe. Et puis globalement, quand vous avez un peu d'habitude des stations d'Écosse ou de simulation, la station avec tel et tel diagnostic, le fait de le savoir à l'avance est une aide extrêmement mineure, parce que c'est la démonstration du processus qui est importante. Et on peut connaître le diagnostic en entrant dans la station et être très, très mauvais à démontrer comment on y arrive. Donc, je pense que c'est vrai que c'est un cheminement un peu différent, mais honnêtement, on pourra préserver à la fois une forme d'équité pour les étudiants, évaluer le domaine avec des exemples différents. L'iconographie peut passer par beaucoup de circonstances ou d'occasions à démontrer une habileté particulière à lire une radio, une photographie de dermatologie, alors que c'est le même domaine sera évalué de compétences et les attendus d'apprentissage seront identiques. Il n'y a que la circonstance qui va changer. Les étudiants sont en train d'évoluer sur ce plan-là, et je pense que c'est pour nous une solution qui va être relativement efficace en termes d'évaluation et d'équité par rapport aux étudiants. Il faut leur faire comprendre, et la meilleure manière de leur faire comprendre, c'est des métriques accrochées à chaque scénario, et que les métriques vont faire en sorte que les meilleurs scénarios seront colligés dans une banque, qu'elle sera évaluée par un groupe expert du conseil scientifique qu'on va créer à cette occasion-là, et qui vont mettre à disposition des centres, soit pour les Écosses formatifs, soit pour les Écosses de fac, soit pour les Écosses nationales, une banque où l'on piochera dans les meilleurs scénarios qui ont démontré leur efficacité à vérifier les attendus d'apprentissage de ces étudiants.
Est-ce que j'ai répondu à votre question? Merci beaucoup. Désolé de vous interrompre. Merci encore.